On va faire, Pierre Arditi, une hyperview. Bah oui. Bah ouais, c'est vrai que ça vous tombe dessus à un moment. Bah oui, je sais bien. On va faire une hyperview, puis ça va vous donner en plus l'occasion de répondre à un certain nombre de papiers que j'ai vus sur vous dernièrement et qui n'étaient pas tous très sympathiques en tous les cas. Donc, vous pouvez poser des questions aussi à Pierre Arditi, peut-être pas sur les mêmes que moi, mais sur des sujets plus privés, si vous voulez. Des questions plus intéressantes que lui. Et plus intéressantes que moi, ça sera pas difficile. Alors, il y avait un article dans Libé, c'était lundi dernier, lundi 11, qui disait Pierre Arditi, talent caché, caché CHT. Il parlait de vous en disant que vous faites partie des acteurs qui pompent le gros des cachets de la fiction à la télé. Oui, oui. Et il parlait de stars vieillissantes. Oui. Bon, comme on a presque le même âge, je trouve ça ignoble, je tiens à le dire. D'abord, il faudrait expliquer à la personne qui a écrit ça, dont je ne sais pas le nom, puisque... Mais non, c'est juste des initiales. C'est signé que par initiales. Puis star, c'est exagéré. Oui, vous donnez le dos à mon moulin parce que c'est très exactement ce que vous alliez dire. Et oui. Voilà. D'abord, il faudrait déjà cesser d'employer ce mot à tort et à travers parce qu'il ne signifie plus rien. Une star, c'est quelque chose de très particulier. Il y en a extrêmement peu et je n'en fais pas partie. Alors, c'est pas du tout de la fausse modestie chez moi. Je ne suis absolument pas une star. Ensuite, bon, je ne vois pas trop l'intérêt de me regarder de cette manière-là. D'abord, bien évidemment, je ne pompe pas, moi tout seul, l'ensemble de l'argent de la fiction, quoique sur certaines chaînes, ils en font tellement peu qu'après tout, on peut penser que j'en pompe une bonne partie. Vous êtes gentil de ne pas citer le nom. Voilà. Non, mais je veux dire par là que je n'ai rien à dire sur le fait qu'on puisse critiquer, en l'occurrence, une série de télévision qui s'appelle Un Francis, que j'ai tourné avec Brigitte Fosset, Vanek, Dupérer, un certain nombre d'autres. Je comprends très bien qu'on n'aime pas ça. On a tout à fait le droit de le dire, ça ne me choque absolument pas. Je n'ai rien à dire là-dessus. Je ne vois pas d'intérêt de me taper la gueule de cette manière-là. D'abord parce que tout ça est évidemment totalement faux. Je ne ponctionne pas plus qu'un certain nombre d'autres gens qui travaillent dans ces mêmes chaînes. Qu'ensuite, mon Dieu, j'ai toujours dit, et je crois que je le montre, je suis un acteur pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je fais du théâtre, du cinéma, de la télévision, quelquefois même je dis des textes, mon honneur à moi c'est de passer d'Alain Resnais à Feydeau ou de Beckett à Guitry, que je considère que mon métier c'est ça, que j'ai été baigné dans ce bain-là, puisque nous avons à peu près le même âge et que nous avons été biberonnés à Robert Hirsch. Moi, j'ai été biberonné à Robert Hirsch, j'ai été biberonné à Jouvet, j'ai été biberonné à Brasseur. Je ne me compare pas à eux, mais autant que je m'en souvienne, ces gens-là faisaient aussi un peu ça. C'est-à-dire que Brasseur disait lui-même, je vais m'amuser dans la journée, je vais faire mon métier le soir. C'est vrai, tout à fait. Bon, donc je ne vois pas en quoi cette chose serait une tare. Ensuite, que je sois vieillissant, naturellement, je suis vieillissant. Je trouve que finalement, je vieillis plutôt pas trop mal. Je me trouve plutôt mieux à 54 ans qu'à 25. Est-ce que vous pensez que Pierre Arditi vieillit bien ? Franchement, oui. Je trouve qu'un homme est plus beau quand il est vachement séduisant, mais les filles, vous savez bien que les femmes vous adorent. Non, mais c'est pas le problème. C'est vrai, un homme est beaucoup plus beau quand il vieillit parce qu'il devient plus mature et voilà, c'est vrai. Je sais pas. Il s'épanouit, voilà. Tout ça simplement pour dire. Elle est bien cette gosse. Vraiment. Hein. Tout ça pour dire que ça m'a profondément déplu. Non pas qu'on n'aime pas cette série, ça encore une fois, je m'en tape complètement, mais que cette manière de me regarder, je la trouve infâme. Et finalement, comme dirait l'autre, il y a des lettres qu'il vaut mieux recevoir plutôt que de les avoir écrites quand elles déshonorent leurs auteurs. Parce que dans Minutes, ça vous emmerderait moins ? Oui, je relèverai même pas. Bien sûr, vous avez raison. Ça me blesse parce que d'une certaine manière, c'est un journal que j'aime bien et c'est un journal que je lis pratiquement tous les jours, mais ma lecture de Libération s'arrête aux pages politiques, économiques. Je ne lis plus les pages culturelles de Libération, qui sont, j'ai le regret de le dire, des pages totalement incomplètes pour le moins, qui encensent une toute petite partie de ce qui se passe culturellement dans notre pays, et en conséquence de quoi, je trouve que les pages culturelles de Libération ne font pas leur boulot. Non pas parce qu'elles m'attaquent moi, encore une fois, ça me blesse puisque j'aime bien ce journal. Je veux dire que cette manière de regarder me fait un peu penser à une presse d'occupation qui tout d'un coup deviendrait raciste. Alors, je n'ai pas envie qu'on devienne raciste avec moi. Je crois n'avoir rien fait dans ma vie qui mérite ce traitement-là. Très bien. Voilà. Non, mais ce qu'on pourrait se dire, est-ce que le fait, vous avez 53 ans, donc est-ce que le fait... 54. Oui. Est-ce que... Je suis plus jeune que vous, alors. Oui. Est-ce que le fait... Tout le monde est plus jeune que moi. Dernière question avant de passer à Rêver peut-être. Vous préparez une série pour France 2 qui s'appelle Les 81 arts, qui est donc... qui parle des gens de gauche qui ont perdu leur âme après 81. Qui parle de tout un groupe de gens qui traversent cette période au moment où la gauche arrive au pouvoir, qui ne sont pas forcément de gauche d'ailleurs. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir perdu votre âme, vous ? Non, je n'ai pas l'impression d'avoir perdu mon âme et je n'ai pas l'impression que tous les gens de gauche aient forcément perdu leur âme, même si à un certain moment, ils se sont un peu perdus de vue. Très bien. Alors, on en arrive à Rêver peut-être, donc qui est la pièce de Jean-Claude Grumbert
que vous jouez au théâtre du rond-point des Champs-Élysées, avec Michel Aumont, Marcel Maréchal et Chantal Neuwirth, mise en scène de Jean-Michel Ribes. Alors, ce que je veux dire, parce que là, je ne suis pas critique de cinéma, et Ruquier non plus, critique de théâtre, et Ruquier non plus. Enfin, c'est vrai qu'on est allé voir cette pièce, et que... Tous les deux, main dans la main. Main dans la main, parce que maintenant, comme vous le savez, on est ensemble. On n'a pas accès. Donc, non mais, sérieusement, on sait... Je veux dire, c'est une pièce grave, mais le texte est tellement drôlement écrit, avec certaines fois, d'ailleurs Grunberg le dit, un côté un peu Almanach Vermont, hein, et c'est tellement mis en scène d'une façon joyeuse par Ribes, que finalement un thème aussi grave, c'est quelqu'un qui veut venger son père, dont le père a disparu pendant la guerre, qui veut le venger, enfin... J'en parle mal, parce que, dites-nous, c'est un rêve en fait. Ce qui est formidable, c'est que c'est comme un rêve. C'est comme un rêve, oui, voilà. C'est comme un rêve, oui, mais c'est, au fond, la pièce, elle dit ce que Grimbert a assez souvent dit. Il est obsédé par l'image de ce père déporté qu'il ne connaît pas. Et au fond, à l'intérieur dans l'atelier, la thématique est très classique, elle est très terrienne. On attend quelqu'un qui doit revenir. Voilà, revenir. Ici, on voit apparaître une sorte de spectre, qui est un spectre, qui est à la fois le spectre d'Hamlet, mais qui est aussi le spectre de ce père perdu. Et simplement, on est dans le domaine du rêve et on est dans le domaine de la nuit. Oui. Et là, le combat de la nuit l'a emporté sur le combat du jour. Et la nuit, tout est possible, tout est permis, mais plus rien ne sera impuni. Oui. Et c'est ça, en fait, la thématique de la pièce. Ça, mis au milieu d'un magma qui est celui d'un rêve global, qui, comme dans tous les rêves, semble n'avoir ni queue ni tête, et quand même, petit à petit... Bien entendu, petit à petit, ça prend une cohérence. Oui, bien Laurent... sûr, finira par emmener cet homme, et en réalité d'ailleurs cet enfant homme, vers sa douleur initiale, qui est celle de la perte de ce père, c'est un enfant, qu'il parce ne qu'au venge début, pas. Chantal Neuwirth, au début, c'est son épouse, après c'est sa mère. C'est sa femme, c'est ça la femme. Très, on dirait, je sais pas si c'est une bonne façon d'envoyer les gens voir la pièce, mais ça fait penser à un bon trip d'acide, quoi. C'est bien dans tous les sens. Écoutez, on peut voir ça comme ça aussi. Non, je sais pas, parce que tous les baby-boomers comprendront ce que je veux dire. Voici Pierre Arditi. Pierre Arditi, bonsoir. Bonsoir. Laurent Baffy, Pierre Arditi. Oui, oui. J'ai un dossier sur Pierre. Ah la vache. Pierre, vous êtes né à Paris le 1er décembre 1944. Entraîné par sa sœur. Enfin bon, je vais... Pourquoi t'as un dinosaure, Thierry, sur ton... Bah, c'est parce que c'est mon fils Gaston, il me dit toujours, papa, ton émission, elle est vachement bien, mais il n'y a pas de dinosaure. Donc maintenant, j'ai un dinosaure pour Gaston. Voilà. Tu as un cœur, Thierry, c'est bien. C'est une émission complète, il y a même des dinosaures. Alors, Pierre Arditi, ça fait une paye qu'on ne vous a pas vu. Ça fait combien de temps qu'on ne vous a pas vu à la télé? Bah, je sais pas, ça fait peut-être 1 an et demi. Un an et demi, c'est ça? Oui, vous n'avez pas changé, vous êtes toujours aussi élégant. Oui, vous trouvez? Bah oui, d'ailleurs, vous avez pris d'élégance, Monsieur Longine, à une grande soirée au Ritz. J'ai fait deuxième. Hein. Ouais. Oui, mais ils ont tous fait deuxième d'ailleurs. Et il a compris un truc, Pierre Arditi, il s'habille en Ardisson, il a un prix d'élégance. Oui, c'est ça, j'adore. Oui, C'est non. facile. Ça aurait pu être le contraire. Mais Bah bon. oui. Non, mais c'est le contraire. L'année évidemment, prochaine, parce c'est que moi qui je suis m'habille. beaucoup plus vieux que lui, donc ça fait beaucoup plus longtemps que je m'habille comme ça. L'année prochaine, je m'habillerai en Arditi, j'aurai un prix d'élégance. Voilà. Moi, Molière. Et le poids, comment ça va? Vous n'avez pas grossi, là, ça va? Bah écoutez, je sais pas, dites-moi. Non, ça va, non, ça a l'air le d'aller. visage là, est non bien. Le Ah, visage, ça bon, va. je vois pas le reste, mais le visage est bien. Non, non, c'est pas mal, franchement. Là, Non, je ça va, c'est bien. me maintiens là. Faites oui, oui. attention, Mais hein. je vous regarde, moi, beaucoup. Vous savez, je regarde quand Ouais. vous baissez, parce que le problème, en fait, c'est ça. C'est si vous ça. voulez. Je vois que vous n'avez absolument rien. Si, C'est j'ai de impeccable. Moi, il faut que je profil. fasse gaffe. Si je me mets de profil, c'est horrible. Ah ben si je me mets de profil, c'est... Je vous demande de vous arrêter. Bien, alors, donc vous êtes en tournée en France, c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas beaucoup à la télé, parce que vous travaillez vraiment sérieusement, là. Ah, mais très sérieusement. Très oui. sérieusement. Très sérieusement. Depuis combien de temps vous êtes en tournée avec Joyeuse C'est Pâques? le 3e mois. Ah ouais. Alors Joyeuse Pâques, donc c'est une pièce de Jean Poiret évidemment. On va en parler tout de suite, mais d'abord vous savez il y a un petit rituel dans cette émission. Vous savez comment on fait? Ah il est bien. Voilà, les plus grands acteurs le font. Je dis ça pour Arnaud Montebourg qui n'a pas voulu le faire. Voilà, Pierre Arditi, qui est un grand comédien français, Énorme, le fait. énorme. Il le du fait. lourd, c'est pas- Voilà, c'est du lourd là quand du même, lourd, non? Il le fait. Bien. Alors c'est à partir du 16 janvier 2001. Oui. Au Théâtre des Variétés, mise en scène de votre ami Bernard Murat, Oui. avec Caroline Siol et Barbara Schulz. Hein. Et alors, c'est une comédie de Jean Poiret. Je vais raconter le pitch, si vous voulez. Oui, Je fais tout. faites-le. Moi, ce qui est bien avec moi, Faites si vous le voulez, pitch, si vous la voulez. différence avec d'autres animateurs, c'est que vous êtes obligé d'aller vendre votre pièce, par exemple. Moi, je fais tout. Sauf Montebourg. Il n'a pas été gentil. Je lui ai pas vendu son livre. Alors, c'est Sophie, qui est jouée par Caroline Siol, donc qui part pour le week-end de Pâques. Et Stéphane, c'est vous, son mari, en profite pour inviter une jeune fille qui s'appelle Julie, qui est jouée par Barbara Schulz. Mais il y a des grèves d'avion. C'est drôle, c'est une vraie comédie, elle a fait d'eau, hein, cette histoire. Et alors elle revient, Siol, elle revient. Et elle trouve son mari, Stéphane, vous, avec la jeune fille. Voilà. Et qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là?
Eh bien, à ce moment-là, j'explique avec un aplomb absolument colossal que c'est ma fille. Voilà. Ouais. D'un premier lit. D'un premier lit. Voilà. Voilà. Et ensuite, une fois que le doigt est mis dans cet engrenage-là, c'est-à-dire dans ce début de mensonge, il pousse le mensonge jusqu'à la folie, qui l'amènera jusqu'à la folie. C'est un petit peu le mécanisme du tailleur pour dames, qui est aussi l'histoire d'un menteur qui se fait... Vous avez joué aussi. Oui, que j'ai joué absolument, il y a 15 ans maintenant. Vous êtes spécialisé dans tout ça, hein? Hein, ça me plaît bien. Non, mais c'est vrai, vous, sérieusement, vous passez de Beckett à Feydeau assez facilement. Hein. Moi, je pense que mon métier, c'est de jouez jouer tous ceux... C'est pas de jouer tout, c'est de jouer les auteurs qui sont dignes de ce nom. Ouais. Et Poiret est aussi digne d'être joué que Beckett, que Guitry, que Feydeau, que Grimbert, que Yasmina Reza, que tout le reste. C'est vrai. Alors donc, ça commence le 16 janvier au Théâtre des Variétés, qui appartient à Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul, si tu nous regardes. Qui a joué le rôle, d'ailleurs. Il l'a Au joué, cinéma. oui. Oui, au Ah cinéma. bah oui, c'est vrai. Avec Oui. Sophie Marceau. Oui. C'était pas ce qu'il a fait de mieux, mais bon. Bafi. Non, c'était Mais pas c'est le... On était fini. dans une ambiance de C'est Noël. fini, ça. On était dans une ambiance Simplement, de fête, on une peut dire, ambiance On de était Noël. tranquille, on était On peut peinards. dire Ça que se c'est pas passait le bien. meilleur film de Belmondo, on peut le dire, ou c'est tabou? C'est tabou. Alors c'est un excellent film. La télé maintenant c'est verrouillé. Hein. Ah mon vieux, hein, ça attention. Hein. Alors, vous, le principe de votre jeu d'acteur, c'est de puiser en vous, à travers des expériences personnelles, pour les retranscrire sur scène ou à l'écran. Et des fois, c'est des choses très privées dont vous nourrissez vos personnages. Vous faites appel à votre mémoire affective, c'est ça? C'est votre façon Oui, pas d'aborder seulement. le métier d'acteur. Oui, pas seulement. Enfin, vous savez, c'est ce qu'on appelle la méthode stanislavskienne. Et oui, hein. alors je le dis à nos amis téléspectateurs, c'est le service public, vous allez voir, Stanislavski, acteur et metteur en scène russe, 1863-1938, animateur du théâtre d'art de Moscou. Chez Voilà. vous, un indice. Et donc l'un des metteurs en scène d'Anton Tchekhov, entre autres. Ouais. Bon, et c'est pas ma méthode à moi, c'est que je crois, pour le vivre maintenant depuis 35 ans, que finalement on ne fait que jouer des petits morceaux de soi-même au cours des personnages qu'on est censé interpréter tout au long d'une vie. Alors évidemment, le but c'est de prendre à l'intérieur de soi des choses qu'on peut connaître et de les mettre au service de quelqu'un qui n'est pas soi. Voilà, il faut très longtemps pour... Un, pour le comprendre, Voilà, oui. et deux, pour savoir le faire. Une Moi, fois je l'ai qu'on le sait, compris c'est assez plus vite, facile, mais je ne savais ouais. pas comment il fallait Ouais. faire. Et quand on joue une pièce qui ne correspond à rien de ce qu'on a vécu. Il n'y a rien qui ne correspond Ben à rien. de justement, ce qu'on a oh là là. vécu, rien. Ça n'existe pas. Ok. Il y a toujours un moment où vous Ok, êtes... prends-le comme ça. Moi, non, je veux bien. d'accord, je veux bien. d'accord, il y a rien. Pierre, Ok. Pierre, ça veut dire que vous n'avez jamais vécu, comment vous avez fait là? Parce que là, ça vous est jamais arrivé, vous, de tromper votre femme pendant Ça qu'elle m'est était en arrivé de week-end. mentir. Ça m'est Ouais. arrivé de mentir. Oui, mais cette Et histoire-là j'ai une vous est manière de jamais arrivée. mentir, par exemple, qui pourrait, par un certain instant, ma véhémence peut me servir de vérité, par Ouais. exemple, comme souvent chez les gens qui mentent. Donc je me sers de cette véhémence dans le mensonge pour nourrir ce personnage qui, lui, est pratiquement acculé à être un menteur professionnel. Donc ça, je peux le trouver chez moi. Est-ce que, on va passer à des choses plus intimes là. Elle le sait, Evelyne Bouix, que vous avez déjà été mariée? Que j'ai déjà été Marie, vous avez un enfant, quoi. Elle le sait que vous avez eu un enfant avant elle? mais qu'il est bête, ce garçon, mais qu'il est Non, mais elle le bête. sait, sérieux. Non, laissez Bah, pas. évidemment. Sinon, elle le sait maintenant. Oui, bah ça, c'est sûr, oui. Non, parce que j'ai essayé de comprendre comment vous avez pu vous mettre dans la peau de ce Stéphane. En fait, ça vous est arrivé, cette histoire. Vous avez eu un enfant avant votre mariage, il peut revenir un Bon, jour. il m'est arrivé à une certaine époque d'être obligé de mentir pour des raisons comme celle-là, Oui. sans pour autant faire passer la jeune fille en question pour ma fille, bien sûr. Bien, d'accord. Alors, Ni pour ta mère, rassure-nous. Ma mère encore moins. alors, il y a une bonne nouvelle. Donc d'abord, il y a évidemment les variétés le 16 janvier. Puis ensuite, le 5 juillet, vous faites l'ouverture du Festival d'Avignon dans la Grande Cour. Non, mais ne faites pas le blasé comme ça, c'est je fais bien. pas le blasé Ah non, du tout. faites pas le Ça blasé, me- c'est ça m'excite formidable. beaucoup, oui. Ouais, surtout que c'est l'école des femmes, Oui. qui est de... Molière. Bien. Des Faire fois, une il émission. a susurré des fois que ça arrive. Des fois que ça Non, soit Corneille. c'est la seule Ouais. fiche que j'ai réalisée, c'était Molière. On va faire Je une suis émission content. culturelle ce soir, vous allez voir. Donc, vous jouez Arnolphe, évidemment. Hein. Évidemment. Évidemment, voilà. Évidemment. Alors, vous avez eu un succès tardif, vous? Oui, hein. Vous trouvez, vous Ah oui, par rapport à Jordi, oui. Vous Non, mais trouvez, c'est vous vrai, mais c'est pas mal d'ailleurs. Vous avez eu le temps de vous construire, vous avez eu le temps de vous. Oui, mais avant j'ai fait mon métier, je me suis construit, je me suis identifié. Moi je pense que premier devoir et le premier travail d'un acteur, c'est d'abord de savoir qui il est avant de pouvoir reproduire les autres. Bon, tout ce Tu sais, temps-là toi, m'a qui tu servi es à ça. Ça m'a servi à vivre, c'est-à-dire à constituer un morceau de vie et de ma vie qui me sert aujourd'hui de matériau de travail quand je reproduis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez mis 20 ans, et puis voilà, c'est pas venu d'un coup. Pourtant, vous êtes allé au spectacle assez jeune, c'est dans le monde du spectacle assez jeune, Oui. puisque votre père était peintre, hein, il peignait. est toujours, il est est vivant, toujours, hein. il est toujours vivant. Oui. Mais il n'est pas jeune, dites donc. Non, il a 86 ans. Ah ouais, bon, on le salue, si tu nous regardes. Ah, il va nous regarder. Il nous regarde. Salut papa, bon anniversaire. Là, voilà. Alors,
Vous viviez dans une grande maison rue des Martyrs, où il y avait plein de monde. Et lui vous a poussé vers un métier créatif, votre père. Ça, c'est rare. Oui. Parce que vous dites, avec lui, il n'était pas question d'être fonctionnaire ou ingénieur. Oui, ce qui était encore plus rare à l'époque qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Tous les gamins ont envie de devenir chanteur, acteur. À l'époque, c'était pas très bien vu. Alors, en plus, votre famille, vous étiez cousin avec les Canetti. Oui. Il y a un prix Nobel chez les Canetti. Oui, Elias Canetti. oui, hein. absolument. Prix Nobel de Littérature. De littérature. Ah oui, Très bel écrivain. Mission culturelle, c'est Oui. ça. Donc, Canetti, oui. Jacques Canetti, qui est oui. le découvreur de tout le monde. Oui, qui avait un endroit absolument formidable qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait les Trois Baudets. Trois Baudets, oui. Et où j'ai vu, moi, débuter petit garçon, garçon, Gainsbourg, Brel, Fernand Reynaud, Raymond DeVos. Bon, c'était formidable. Béard. J'avais 7 ans, Béard. Je me souviens très très bien d'eux. Comment c'était Gainsbourg la première fois que vous l'avez vu? Gainsbourg, C'était c'était un choc magnifique. à l'époque, quand même, C'était non? un vrai choc. Ouais. Ben, il était absolument magnifique. Il avait les cheveux tout à fait ras. Ah ouais. Complètement tondu à ras, il avait ses grandes oreilles en chou-fleur. Je me souviendrai toute ma vie, il avait un magnifique costume Prince de Galles avec un col roulé gris perle et des pompes pointues en daim. Il était dandy déjà. Il était très dandy. Très dandy. Et il ouais. était absolument magnifique et il chantait génialement. Et un jour, votre père vous a dit, regarde ce type, il est formidable. Et c'était Raymond DeVos. Voilà, Hein, c'est c'était quand même, Raymond DeVos. Vous avez été nourri au lait du spectacle, vraiment. Hein. Oui, biberonné à ça, oui. Première sortie au théâtre de Pierre Arditi à l'âge de 7 ans. On comprend tout après. Comédie française, au Poulailler. Il sait tout, hein. Bah, je sais tout, non, puis ça m'intéresse. Il Ça sait m'intéresse tout, de savoir il sait comment tout. les gens sont devenus ce qu'ils sont. Il travaille bien, oui. Et alors, vous voyez Amphitryon avec Hélène Perdriat et Robert Rich. Quand on voit ça à l'âge de 7 ans, ça marque. Ça marque pour toujours. Après, vous avez pris votre boulot chez Tania Balachova Oui. et Maréchal, évidemment. Oui. Et au cinéma aussi, ça arrive assez tardivement, la reconnaissance, non? Oui, si tant est d'ailleurs qu'elle soit, pour être tout à fait sincère, véritablement arrivée aujourd'hui. Je ne le crois pas vraiment. Avec tous les films de René que vous avez fait. Oui, quand oui, même, voilà. oui. C'est mon grand titre de gloire. Je Ouais. suis très heureux de les Ça va, avoir oui. faits. Je pense tout de même qu'il y a quelque chose au cinéma qui me reste encore à faire. Et si ça se fait, bah, tant mieux. Si ça ne se fait pas, tant pis. Ma carrière me suffit telle qu'elle est Je là. trouvez que vous mais n'êtes pas assez utilisé au cinéma, là. C'est un peu ce que vous dites, là. un peu, et en tout cas, pas forcément comme il faudrait m'utiliser. Et que je Marc ne vois pas poindre à l'horizon, Marc mais Dorcel, c'est si pas tu nous grave. regardes. Voilà. Il y a des morceaux de lui. Il y a des morceaux de lui qui n'ont pas encore été vraiment montrés au cinéma. C'est lamentable. C'est absolument lamentable, hein. Et ce serait culturel. C'est Oui, lamentable. oui, absolument. Et c'est pas moi pour une fois. Mais c'est la bah. fréquentation de Bafiste Oui, depuis de c'est longues ça, années. Ça m'a rendu bafiste. Beaucoup Je d'emails. bouge pendant le jingle maintenant. Beaucoup d'emails là-dessus. Bravo Thierry. Il y a C'est un vrai, mythe- t'es fait il y a ça, un oui. mythe bafiste C'est là. magnifique. Ça, c'est sa vision libérale de la télé. Thierry. C'est une façon de mater la révolution. Bien. Alors là, attention. Vous savez qu'on va faire une petite interview tiens. mensonge. Hein. Donc vous êtes obligé, vous qui dites toujours la vérité. Et puis c'est en liaison avec la pièce, Joyeuse Pâques. Donc vous êtes obligé de mentir. Vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle. Vous avez cligné de l'œil, hein, je vous signale. c'est possible. Oui. Non, C'est simplement, possible. Je vais vous le dire, hein. J'ai Oui. décidé officiellement de boycotter ce cérémonial stupide et injustifié. Voilà, c'est ma position et je m'y tiendrai. J'ai le droit. Bien, alors, politiquement, quelle que soit votre fidélité à vos engagements de jeunesse, on vous a beaucoup vu ces derniers temps en compagnie d'Alain Madelin. Et vous avez déclaré d'ailleurs, moi, un type dont le programme politique est d'enlever sa cravate, ça me va. Oui. Vous lui trouvez quoi, Madelin? Bah, Madelin, je trouve qu'il a un discours qui est particulièrement adapté à l'époque dans laquelle nous vivons, et je trouve qu'il y a une modernité et une espèce de fraternité qui émane de ce discours, qui, à mon sens, devrait rassembler pratiquement toutes les couches sociales de la nation. C'est pour cela, d'ailleurs, que vous le voyez très beaucoup. honnêtement, je le vois, à juste titre, d'ailleurs, candidat à la présidence de la République, et j'ai la ferme intention de le soutenir. Et c'est parce que Madelin a enlevé sa cravate que vous ne portez plus de cravate. C'est une sorte de manifeste, C'est une sorte de finalement, mimétisme. pour une vous savez, politique du troisième millénaire. quand on admire et quand on estime quelqu'un, bon, on a envie de lui ressembler. C'est un peu comme pour vous, Thierry Voyer, je Je sais vois bien bien, comme vous. bien. Ben voilà. Vous vous êtes mis au sport. Oui. Vous faites du vélo avec Drucker tous les dimanches matins, Oui. avec Michel Drucker. Oui. Ça se passe comment, ces séances de Bah, vélo? ça se passe pas bien pour lui parce qu'il a un mal de chien à me suivre, parce Ah que bon. moi je suis très très entraîné, ça fait des années et des années que je pédale, dans tous les sens du terme d'ailleurs,
Et lui, pour le moment, il pédale plutôt dans la choucroute, c'est-à-dire qu'il nous est arrivé d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, d'être filmé par ses petits copains de la 2. Et c'était très emmerdant parce que j'étais obligé de pédaler dans le vide pour qu'il puisse me rattraper. Donc c'était très emmerdant. Il mange des pâtes, il dort beaucoup. Oui, il dort énormément, il s'économise énormément. Je ne sais pas. Bon, il y a quelque chose là qui tombe plus rond, mais peut-être que finalement, là, alors, il est beaucoup plus âgé que moi, hein, Drucker, et donc peut-être c'est là où, au fond, on voit la différence. Pour le Téléthon, vous avez fait 5 fois le tour du périphérique en vélo. 8. C'était admirable. 8 fois. 8 fois. Oui, 8 fois. 17 minutes, 46 secondes, 4 dixièmes. Oui. Alors, une des raisons de votre forme aussi, Pierre Arditi, c'est que vous avez laissé tomber la drogue d'une façon à peu près complète, sauf les pétards. Bon, enfin bon, une dizaine de pétards par jour, parce que ça remplace les cigarettes. En fait, vous avez arrêté les cigarettes, donc vous êtes obligé de fumer des pétards à la place. Pas 10 tout de même, hein, pas 10 tout de même, 8, 8, ce qui est déjà bien, c'est bien. Bon, voilà, un par tour du périphérique. Voilà, voilà. Ouais, d'accord. Et vous avez retrouvé votre légendaire énergie sexuelle qui a fait votre succès, il faut bien le dire, parce que bon, il y a votre talent, Pierre, mais il n'y a pas que ça non plus. Hein. Non, ben d'ailleurs, grâce à Dieu, il y avait cette énergie sexuelle, sinon je ne serais absolument pas là où je suis aujourd'hui. Voilà. Alors donc, Pierre a retrouvé, en arrêtant la drogue, son énergie sexuelle. On vous a beaucoup vu cet été avec Linda Hardy à Saint-Tropez. Oui. Il y avait votre trois... copine, votre copine Linda Hardy. Il y avait 3 hors bord. Il y avait Nagui avec une blonde décolorée, Arthur avec une blonde décolorée, et Pierre Arditi avec une vraie brune. Voilà. Pierre Arditi qui a démarré en faisant l'amour à Marie-Belle, donc c'est vraiment tout à son honneur. Il a commencé... Non mais quelle durée c'est parce qu'il va jouer, si vous voulez, au théâtre du gymnase. Donc il a vu Marie-Belle, s'est dit tiens, alors oui, Marie-Belle. Ah oui, Marie-Belle, il a appris Marie-Belle. Il est pas con. Est-ce que la petite... Oui, ben d'ailleurs elle est là, elle est là, Marie-Belle, on l'applaudit. C'est joli, Gaston. Il a un nom, ton dinosaure. Il s'appelle Marie-Belle. Voilà. Et quand ton enfant va grandir et qu'il va te dire, papa, il n'y a pas assez de putes sur le plateau, tu vas faire quoi concrètement? Je vais faire revenir... Très bien. Donc oui, vos tournées là en ce moment, avec Joyeuse Pâques en province, il paraît que c'est surtout la tournée des boîtes échangistes. C'est-à-dire que si vous voulez, ça fait quand même une bonne dizaine d'années un peu plus même, une douzaine d'années que Bernard Billet m'avait dit qu'au fond, sa clientèle, son public, on ne le fabrique qu'en province. Et j'ai suivi ce conseil à la lettre. Et c'est d'ailleurs Billet lui-même qui m'avait dit que je pouvais justement en profiter. Voilà. L'avantage des tournées, c'est ça, finalement. Voilà, et donc ça fait une bonne douzaine d'années maintenant que je faites plus que de fréquente la tournée, un certain nombre de boîtes échangistes. Je vous donnerai les adresses, ça vous intéressera sûrement. D'ailleurs, il y en a d'excellents. Je connais tout. J'ai l'intention d'éditer un guide. Vous savez, il y a le Gomillot, il y a le Arditi des boîtes échangistes. Le Arditi des boîtes échangistes. Le Arditi, avec un H. Le Arditi. Le Arditi, ouais. Vous avez choqué beaucoup de monde quand même avec votre Mercedes vitre fumée sur la route. Oui, je sais. Vous faites allumer les cigarettes par des assistants. Vous ne trouvez pas que c'est un peu too much quoi? Vous savez, moi, je vais vous dire, quand on a réussi, après tout, c'est pas... Quand on a du pognon... Oui, quand on a du pognon, c'est bien d'en éclabousser les autres, ça fait du bien, après tout. Ils en cassent les merdés pour faire la même chose, voilà. On reconnaît vraiment le madriniste de Choc, le libéral de Choc. Alors, on va terminer avec la littérature. Vous faites des lectures publiques aussi dans les villes où vous allez. Vous lisez du Renaud Camus, vous lisez du Robert Brasillac, du Nietzsche. Oui. C'est-à-dire que je l'ai découvert sur le tard et je dois dire que j'ai eu tort. C'est un manque de culture de ma part. C'est très beau, bien sûr. Et puis là encore, il y a une parole importante à proférer aujourd'hui. Il y a une pensée qu'on ne partage pas suffisamment, et en particulier dans les couches basses de la société, qui d'ailleurs ne lisent pas, comme tout le monde le sait. Et je voudrais être le chantre, au fond, de cette parole qu'on a tendance à éteindre, et je ne vois pas pourquoi on l'éteindrait. Vous l'êtes, vos lectures de Brasillac sont remarquables. Mais voilà. Et l'antisémitisme, ça vous choque plus du tout, hein. Fut un temps où ça vous énervait, maintenant vous vivez avec. Qu'est-ce que vous voulez? Non, finalement, c'est dans l'air du temps, alors après tout, pourquoi pas, hein. Voilà. Pierre Arditi, merci. Merci beaucoup. Pierre Arditi, bonsoir. Bonsoir. Alors, avec Laurent Baffy et vous, ce soir, on a les 2 plus gros succès de la scène parisienne en ce moment. Sacha Baffy, donc, énorme. Je me suis commandé un peignoir sur mesure. La semaine prochaine, il vient en peignoir. Ah, très bien. Avec des pantoufles, voilà. Oui. Donc, vous, c'est Joyeuse Pâques de Jean Poiret, mise en scène par Bernard Murat, avec Caroline Siol, Barbara Schulz, Monique Tarbès, vous.
Et le théâtre, c'est le théâtre des variétés, boulevard Montmartre, exactement le même boulevard que Laurent. Hein. Alors la pièce a été créée en 1980 par Jean Poiret. Oui. Ah, j'oublie un truc, attention, vous êtes prêts? Vous n'échapperez pas. Vous n'échapperez à rien. Vous n'échapperez à rien. Alors, c'est une pièce sur l'adultère, en fait, mais il n'y a pas d'adultère dans la pièce. C'est ça qui est drôle, déjà, comme pour toujours, commencer. Toujours chez Poiret ou chez Feydeau, monsieur est pris en flagrant délit d'intention seulement, de mauvaise intention. Ouais. Alors, je fais le pitch. Oui, faites le pitch, très bien. Alors, vous séduisez Barbara Schulz, vous l'invitez à prendre un dernier verre à la maison, et à ce moment-là, votre épouse, Caroline Siol, qui est soi-disant absente pour le week-end de Pâques, elle revient. Oui. Elle revient à cause d'une grève des aiguilleurs. Oui. Elle revient, ça part dans un délire absolu. Vous inventez au quart de tour un mensonge, et puis un mensonge en amène un autre, et ça se termine dans un délire intégral, absolu, très nonsense. La folie de Poiret, quoi. Voilà, la folie de Poiret. La folie surréaliste. De plus en plus fou. Alors, quand vous avez vu la pièce la première fois, c'était au moment de la création, vous étiez accompagné par Claude Rich. Oui. Et sur le trottoir, en sortant, vous étiez morts de rire tous les deux. Oui. Et vous avez dit, j'aimerais bien jouer cette pièce. Je lui ai dit, je la jouerai, oui. Ouais. Oui. Et je l'ai jouée. Et vous l'avez jouée. 20 ans après. Ouais. Ouais. C'est très jubilatoire de jouer ce personnage, non? C'est formidable parce qu'on peut se vautrer dans tout ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la vie. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut aller se vautrer dans la lâcheté, dans la mauvaise foi, dans le mensonge. Et puis là, c'est le mensonge élevé au rang d'art suprême. Ouais. C'est le Van Gogh du mensonge, le mec, quand même. Hein. Ouais. C'est un rôle pour vous, hein? C'est pas mal, oui. C'est pas mal, oui. J'ai des bons souvenirs de mensonges, oui. Alors ça se passe très bien, donc c'est bourré. Hein, ça se passe très bien, ce qui n'est pas le cas malheureusement de tous les théâtres compte tenu de ce qui se passe. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Et il faut se dépêcher en plus parce que c'est seulement jusqu'au 31 décembre. Ah oui, ça quoi qu'il arrive, c'est fini. Parce après il n'y a pas de tournée, il faut bien dire aux gens. Non, la elle est faite faite la avant. tournée. Elle est faite, elle a été faite. Ouais. Non, après c'est la reprise de l'école des femmes de Molière que j'ai créée à Avignon cet été. Ah oui, ça nous donnera l'occasion de vous réinviter alors. Mais avec plaisir. Est-ce qu'il y a encore quelques petits trucs de votre enfance qu'on n'a pas bien fouillés? C'est vrai. Là. Quelques petites choses là. Ah là là, oui. Bon, écoutez, d'accord, oui. Voilà, donc je vous conseille, moi je l'ai vu la pièce, c'est vachement bien, c'est ce qu'on peut dire du boulevard sous acide, c'est très nonsense, c'est très surréaliste un petit peu. Oui, c'est formidable. Très inspiré. C'est le boulevard, je veux bien qu'on appelle ça du boulevard, mais c'était vraiment élevé au rang d'art suprême. C'est du boulevard comme Feydeau et du boulevard. Joyeuse Pâques. On va parler de choses un petit peu plus sérieuses. Oui. Dans son article du Point de la semaine dernière, Bernard-Henri Lévy rapportait une discussion qu'il avait eue avec des amis new-yorkais pour savoir ce qu'il faudrait faire à l'emplacement du World Trade Center, enfin des tours jumelles. Bernard-Henri Lévy, ce qu'on parle théâtre, qui va être au théâtre des Deux Ânes à partir de novembre, on peut le signaler parce qu'il c'est lamentable. Une fois de plus, c'est lamentable. Je sais, je l'avais déjà dit il y a quelques mois, c'est encore lamentable. Bien. Il m'a fait un petit mot pour ma première, très gentil. Il m'a dit c'est lamentable, je vais le garder précieusement sur mon CV. J'ai envoyé un petit mot, oui. Alors, Bernard-Henri Lévy, dans sa dernière chronique du Point, rapportait une discussion qu'il avait eue avec des amis new-yorkais pour savoir ce qu'il faudrait faire à l'endroit où étaient les tours jumelles, World Trade Center. Oui. Est-ce qu'il faut laisser le lieu vide ou est-ce qu'il faut laisser une ruine, comme il y a à Sarajevo, la bibliothèque incendiée de Sarajevo ou Hiroshima? Il y a deux écoles. Peut-être faut-il laisser une trace de quelque chose, je sais pas, un morceau de ferraille qui symboliserait cette chose qui a eu lieu, qui est terrible. Je crois surtout qu'il faut reconstruire la vie là-dessus. Et je crois que vous n'êtes pas partisan d'un parc, d'un musée, d'un mémorial. Vous pensez que c'est mieux de reconstruire quelque chose quitte à avoir... Je crois que malheureusement, heureusement, le mémorial, le musée, il est dans la tête de chacun d'entre nous. Ouais. Je crois qu'on n'oubliera jamais cette image-là. Ouais. Donc est-ce que... Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier, il n'est pas question d'oublier. Je me demande si quand même la meilleure arme contre ce terrorisme, le terrorisme, ça veut aussi dire terreur. Est-ce que la terreur serait de supprimer nos vies et la manière dont nous vivons? Peut-être faudrait-il, au contraire, naître la vie, et d'une manière encore plus puissante, mais peut-être la vie, pas forcément le symbole de l'économie ou du fric, peut-être quelque chose d'autre. Ouais. Peut-être c'est ça qu'il faut faire. Laurent, moi je pense qu'un parc, c'est bien, moi. Un parc, c'est bien. Et puis pour les gens qui veulent absolument reconstruire les tours à l'identique, on peut peut-être le faire en sous-sol pour des raisons de sécurité. Ça peut être
Alors Pierre Arditi, vous réagissez comment à cette idée qui se développe en France depuis quelques temps, qui consiste à dire que bon, ce qui s'est passé il y a un mois cette semaine, c'est bien entendu effroyable, mais que l'embargo américain finalement sur l'Irak a déjà fait des centaines de milliers de morts, que ce sont eux, les Américains, qui ont inventé Ben Laden pour virer les Russes d'Afghanistan, qu'ils ont défendu Israël au mépris des droits de l'homme, souvent, et de la justice. Est-ce que pour vous, cette attitude qui se développe en France actuellement, c'est une attitude raisonnable ou munichoise ? C'est vrai que l'Amérique a armé les talibans pour foutre sur la gueule des Russes, c'est clair. Bon, maintenant, les talibans se retournent contre eux. Qu'on le veuille ou non, quoi qu'aient pu faire les Américains, c'est tout de même, cette image n'est pas acceptable. Je veux dire que cet acte-là, je suis absolument désolé, je peux pas l'accepter, même si je peux comprendre qu'un certain nombre de choses ne sont pas résolues dans le monde et qu'une partie de ces choses sont de la responsabilité aussi de l'Amérique, mais pas seulement. Ouais. Mais pas seulement. Il y a aussi les responsabilités de principaux protagonistes, il y a aussi les responsabilités d'un certain nombre d'États qui sont des États confessionnels, comme Israël, et je veux dire que nous avons, nous, la chance de vivre dans un État, dans une république démocratique, laïque, et on a fait la séparation de l'Église et de l'État. Ouais. C'est extrêmement différent. Je ne dirais pas comme M. Berlusconi, qui n'en rate pas une et qui vraiment les aligne les unes derrière les autres, les conneries, que nous serions forcément supérieurs, nous, aux autres. Bien sûr que non, nous sommes simplement différents. Alors, cette différence doit nous permettre d'accepter la différence de l'autre, sauf si l'autre emploie des moyens qui n'acceptent plus notre propre différence. La démocratie ne peut tolérer que ce qui la tolère. Et là, on a largement franchi les bornes. Alors, non, rien ne peut excuser ce qui s'est passé à New York le 11 septembre. Rien, même si toute une série de choses restent à régler, nous sommes bien d'accord là-dessus. Moi, par exemple, je suis juif. Ouais. Je ne supporterai pas qu'on liquide l'État d'Israël, mais je ne supporte pas non plus l'état de délabrement, de dénuement et d'errance dans lequel se trouve aujourd'hui le peuple palestinien. Ouais. Voilà. Très bien. Alors, toujours dans le même ordre d'idées, que pensez-vous de cette idée de larguer en même temps sur l'Afghanistan des bombes pour tuer les talibans et des vivres pour nourrir les autres? Est-ce que vous voulez... Non, mais est-ce que j'en ai pas au summum de la propagande? Oui, on est au summum de la... On est au summum de la... du ridicule, si on peut employer un mot aussi dérisoire pour quelque chose de si tragique. Ouais. À la fois, on balance des bombes sur des choses qu'il faut probablement, je le dis très honnêtement, détruire. Moi, j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps sur M6 sur les talibans et sur ce que font les talibans en Afghanistan. C'est proprement indéfendable. On ne parle pas que des femmes, d'ailleurs. Quand les gens passent dans les stades avec des fouets pour interdire aux spectateurs de rire, de sourire, et qu'on arrête le match pour exécuter des gens sur la pelouse au lieu de jouer au football, honnêtement, on ne peut pas défendre ça, c'est indéfendable. Bon. Alors en même temps, bien sûr qu'il faut détruire ça, peut-être, bon, aujourd'hui on en est avec des bombes, il faudra peut-être s'arranger pour le détruire par d'autres moyens. En même temps, à l'amiable. Je sais pas, balancer une bombe à droite et puis un colis humanitaire à gauche, on ne sait pas quoi dire, quoi. On est quand même dans un... C'est la première fois où il y a un petit souci d'humanité pendant un bombardement aussi, donc ça a aussi un côté positif, même si l'image est ridicule. Le monde change, oui. C'est vrai qu'au moment du bombardement de l'Irak, il n'y avait pas eu toutes ces questions. Ceci étant, on aurait peut-être pu balancer des colis de vivres humanitaires un peu avant de balancer des bombes, c'est-à-dire il y a quelques mois ou quelques années. On n'est pas obligé d'attendre d'être dans une situation comme celle-là pour aider des peuples qui n'ont rien. Pas, on peut faire ça avant. Hein. Alors, on a beaucoup parlé ici de la taxe Tobin, qui consiste à prélever un petit pourcentage sur les flux monétaires internationaux. Personne, évidemment, a voulu faire la taxe Tobin. Même l'inventeur Tobin ne veut plus en entendre parler. Finalement, faute de payer la taxe Tobin, l'Occident va peut-être être obligé de payer la taxe Ben Laden d'une certaine façon, non? Ce sera plus cher, oui. C'est très étonnant cette histoire de taxe Tobin, d'ailleurs, parce qu'évidemment, bon, le raisonnement immédiat veut qu'on se dise, bah évidemment, hein, sur ces énormes masses d'argent, on prend une toute petite partie, 0,00 je sais pas quoi, et puis on aide le monde à vivre moins mal. Ça semble l'évidence même. Eh bien, il y a une levée de bouclier contre ça qui est absolument consternante. Alors, peut-être c'est pas le bon moyen, moi je sais rien, je suis pas un économiste, mais on se dit quand même que prenons une toute petite part sur les de cet argent. Uniquement. Oui, oui, c'est même pas. C'est même pas de l'argent qui appartient à quelqu'un. C'est même pas de l'argent qui appartient à quelqu'un. C'est que dalle. Quoi. Voilà. Bon, bien même ça, c'est visiblement impensable à bouger. C'est un peu désespérant quand même. Ça va leur coûter beaucoup plus cher. Touchez pas au Grisby. Puisque
on parle beaucoup de ces valeurs occidentales qui seraient, paraît-il, supérieures aux autres. Eh bien, peut-être faudrait-il se poser un certain nombre de questions sur ces valeurs, et en tout cas, sinon se poser des questions sur ces valeurs, au moins sur leur respect et sur leur sens. Et peut-être qu'aujourd'hui, on perd un peu la notion du sens et du fond pour de la forme et pour du bruit et de la fureur qui ne signifie rien, comme disait Shakespeare. Ce bruit et cette fureur me font peur. Comme vous êtes plutôt un mec simple, sympa, etc., on va vous faire une interview de star. On ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Le moral revient. Le baffisme relève la tête. Donc c'est l'interview Alain Delon. Donc ce que je vous demande... Ça, c'est lamentable, cette émission est lamentable. C'est misérable. Alors oui. Au début de chaque réponse, vous devez dire Pierre Arditi pense que. Bien. Hein? Oui. D'accord. Facile. Je comprends. Alors, légaliser les drogues douces, vous trouvez l'idée stupéfiante ou vous trouvez stupéfiant qu'on ne l'ait pas encore fait? Pierre Arditi. Il pense que c'est plutôt stupéfiant qu'on n'ait pas au moins essayé de le faire. Ouais. Voilà. Votre conception du luxe, c'est boire du coca dans un verre en cristal ou du pétrus dans un gobelet en plastique? Ah ben alors écoutez, ça va être... Non. Non. Ben, Pierre Arditi pense que le luxe suprême serait tout de même de boire du pétrus, et pas dans une coupe en cristal, mais dans un verre rond dans lequel on peut faire tourner ce vin pour en sortir tous les arômes, parce que le pétrus est un vin admirable. Voilà ce qu'il pense, Pierre Arditi. Très bien, voilà. Je crois que vous commencez à bien rentrer dans le film. Pour taper la frime, vous préférez rouler 100 bornes en Ferrari avec un boudin ou 10 bornes en tracteur avec un canon? Il préfère rouler 10 bornes en tracteur avec un canon. Mais qui? Pierre Arditi. Pierre Arditi. Pour vous, le plus choquant, c'est l'interdiction des mariages homo ou la banalisation des divorces hétéros? Pour Pierre Arditi, c'est évidemment l'interdiction des mariages homo qui le choque le plus, bien entendu. Bien. Voilà. Bien. Voilà. Pour faire du social, vous pensez qu'il faut augmenter les salaires ou diminuer le temps de travail? Il est bien emmerdé. Bien, Pierre Arditi est très emmerdé, mais il va répondre. Il ne peut pas répondre aussi crûment. Pierre Arditi? Non, même Pierre Arditi ne peut pas. Pierre Arditi pense qu'il n'est pas forcément obligatoire de réduire le temps de travail. Pierre Arditi pense qu'il serait bon d'augmenter certains salaires parce que ça fait repartir l'économie, que ça permet aux gens de vivre moins mal. Pierre Arditi pense qu'il y a peut-être un moyen terme à trouver entre une durée du temps de travail qui serait pas codifié à coup de serpe, puisque la vie ne peut pas se codifier à coup de serpe, et le travail c'est aussi la vie. Mais Pierre Arditi pense qu'effectivement, surtout pour des gens qui gagnent peu leur vie, c'est qu'il voit assez souvent, même au cours de la sienne de vie de Pierre Arditi, il pense quand même qu'il serait mieux que les gens qui gagnent peu d'argent en gagnent un peu plus, ça ne leur ferait pas de mal. Voilà ce que pense Pierre Arditi. Maintenant il s'arrête plus. Il est chaud, là. Maintenant il est chaud, là, ça y est. Ça tombe bien. Il est chaud, il adore dire son nom. Regarde comment il se la pète. Ça y est, il y a une jouissance, là. Oui, bah oui, faut pas... Au bout d'un moment, bah bien sûr. alors, Bah oui, mon Alain Dieu. Delon, c'est pour ça qu'il dit toujours Alain Delon. Alors, on va parler du commerce du sexe. Êtes-vous pour la réouverture des maisons closes ou pour la fermeture des boîtes à partouze? Pierre Arditi. Pierre Arditi est dans la merde, je vous le dis franchement, là. Hein. Pierre Arditi, il est pour... Alors, je suis pour la réouverture des boîtes à partouze. Pierre Arditi. N'importe quoi, pardon, maman, pardon. Pierre Arditi, maman. C'est pas Tanner qu'il faut s'excuser, hein, c'est pas le problème. Pierre Arditi est un menteur, il le fait tous les soirs dans Génie Spa, qui vient de le prouver. Pour garder celle que vous aimez, est-ce que vous préféreriez l'enfermer dans un palais ou la sortir dans les clubs échangistes? Je serais capable de faire Pierre Arditi serait capable de faire les deux pour garder celle qu'il aime, parce qu'il a vraiment aucune envie de la perdre. Et donc, il pourrait l'enfermer dans un palais si elle le voulait bien, ou la trimballer dans un club échangiste si c'était le seul moyen de la garder. Vous seriez d'accord pour le club échangiste? Il le ferait s'il n'y avait pas d'autre moyen. Tu vois, il a déjà une date. Se demander, tu vois, il est d'accord. Evelyne, chérie, je te demande pardon, mon amour. Je réponds à un cinglé. Voici Pierre Arditi.
Ça va? Pas mal. J'ai un vidéo sampler. Si des fois il y a quelque chose qui vous plaît pas, voilà ce que je passerai. C'est lamentable. C'est lamentable. Hein. Donc ça vous évitera de répéter comme ça plusieurs fois pendant l'émission. Je vous ferai un claquement de doigts quand je pense qu'il faut le passer, si vous voulez. Voilà. Et si vous êtes vraiment bon, je ferai ça. Mais ça, c'est un moment de télé. Il n'y a que sur la télé qu'on peut avoir ça. Bien. Alors, Pierre Arditi, vous êtes considéré comme le séducteur du cinéma français. L'homme dont rêvent toutes les femmes. Vous pouvez déjà passer tout de suite le machin. Allez-y. C'est lamentable. Voilà, très bien. Merci. Allons-y. L'homme dont rêvent toutes les femmes, Pierre Arditi. Oui. Et c'est vrai qu'à part vous, qui est le séducteur du cinéma français? Je pensais à ça en préparant cette interview. Je me dis, mais à part Arditi. Et moi aussi. Je me le demandais et je ne voyais vraiment pas qui pouvait tenir cette place à part moi. Vous faites bien de le dire. Je tiens à le préciser, oui. À part vous, qui a votre physique à votre âge? Personne, j'espère. Je vous le dis franchement. À part vous, Pierre, qui peut jouer En attendant Godot de Beckett et Joyeuse Pâques de Poiret? Oh, il y en a. Mais non, pas du tout. Mais si, il y en a. J'ai un truc pour ce que je suis en train de faire. Si. Je vais l'offrir à Drucker. Il s'en servira plus que moi. Alors, à part vous, c'est con, hein. À part vous, qui faut-il aller voir au théâtre en ce moment? Oh, il y a des tas de choses à aller voir en ce moment. Ah oui. Mais je vois pas, moi. Ah ben, je vais vous dire. Vous voulez que je vous dise? Parce que là, franchement, à part vous... Il faut aller voir une très belle pièce qui s'appelle La Preuve. Ouais. Avec Anouk Grimbert. Avec Anouk Grimbert, mais malheureusement, maintenant, je crois qu'Anouk Grimbert va être remplacée, mais c'est pas grave. La pièce est magnifique, elle était formidable d'ailleurs, et tout le monde. Et c'est Michel Aumont qui va remplacer Rufus. Ah, c'est pas mal non plus. Très belle. Voilà. Pièce. Alors dites-moi, Pierre, à part vous, qui pourrait remplacer Christian Clavier dans Astérix 3? Pas grand monde. Je vois pas. Non, mais non plus. Ça, honnêtement, là, je vois pas. Vous vous rendez compte à quel point vous êtes unique, hein. À part vous, qui a eu le privilège d'être second rôle derrière Bernard Tapie? Voulez-vous me repasser? Oui, voilà, très bien, c'est gentil. Pierre, à part vous, qui est le fantasme de Catherine Barma? Vous? Ah, bonne réponse. Bon, vous pouvez passer la godasse si vous voulez. Allons-y. Voilà, très bien, très bien. Plus sérieusement, à part vous, qui est à l'affiche de Une leçon de savoir-vivre de Jean-Claude Grimbert au Théâtre du Rond-Point à 18h30 jusqu'au 18 janvier, personne. Personne. Puisque de toute façon, en plus, c'est un monologue. Oui. Donc vous êtes seul en scène. Oui. Et voilà. Alors, ça pourrait être que vous, là. Oh non, ça aurait pu être des tas d'autres gens. Enfin, il se trouve que Jean-Claude Grimbert m'a demandé à moi de lire ce texte. Et j'ai accepté avec plaisir et intérêt. Alors c'est un texte qui est écrit par Grimbert à partir des conseils donnés par des médecins sous l'occupation pour apprendre aux gens à dire du mal des Juifs en toute impunité. C'est ça l'histoire? L'histoire, c'est à partir de ces textes qui ont été écrits en particulier en 1940 par un docteur qui s'appelait le docteur Montandon et qui a établi toute une théorie de signes distinctifs pour bien reconnaître et identifier le juif, c'est-à-dire les juifs. Textes qui sont absolument impensables, dont on n'ose pas imaginer le contenu, et ce que je vais lire d'ailleurs, effectivement, de ces textes sont nées les lois anti-juives de l'occupation. Alors, Grimbert, avec sa causticité naturelle, lui a transformé ça en une leçon de savoir-vivre, et le chapitre traité, c'est la fin de repas. C'est-à-dire que, vous savez, les fins de repas, c'est toujours c'est difficile, tout se passe bien, puis tout d'un coup, un mot déplacé, une attitude qui peut être irrévérencieuse, et ça vous fout le repas en l'air, voilà. Et pourquoi ça vous fout le repas en l'air? Parce que, bon, au début du repas, pour mettre de l'ambiance, vous aviez fait une petite plaisanterie sur les nègres. Alors, bon, ça n'avait pas déclenché l'hilarité générale, mais vous avez senti que les gens n'étaient pas totalement hostiles. Puis au milieu du repas, vous y êtes allé sur votre couplet sur les bougnoules. Là non plus, bon, on vous a pas tapé dessus, mais vous avez bien senti que les gens n'étaient pas malveillants à votre égard. Et donc, tout naturellement, en fin de repas, vous en venez tout naturellement à dire, avoir ce besoin bien légitime de dire du mal des Juifs. Et à ce moment-là, le mec qui est en face de vous vous balance son verre de mouton Rothschild 87 à la gueule parce qu'il l'est et qu'il ne supporte pas que. Et à partir de cette manière de tourner en dérision quelque chose qui est absolument immonde, Grimbert retombe sur ces fameux textes
Et lui tourne ça à sa manière, c'est-à-dire qu'il dit, écoutez, si vous voulez pouvoir continuer de dire du mal des Juifs en public en toute impunité, assurez-vous d'abord que vous n'êtes pas en face d'un Juif. Donc le seul moyen de le savoir, c'est qu'on vous donne les points de repérage pour être absolument certain que vous êtes en face de quelqu'un qui ne l'est pas. Voilà. Bon, et après, évidemment, on tombe sur l'infamie la plus totale, qui n'est pas plus excusable d'ailleurs quand il s'agit de Juifs que quand il s'agit de nègres, comme on le dit, ou d'Arabes, comme on le dit. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est la haine de l'autre, quoi. Voilà, donc ça s'appelle Une leçon de savoir-vivre. C'est au Théâtre du Rond-Point, tous les soirs à 18h30. Alors j'ai une question. La question de Lionel Jospin. Pierre Arditi. Oui. Si ces représentations sont un échec, est-ce que vous assumerez pleinement la responsabilité de cet échec? Est-ce que vous en tirerez les conclusions en vous retirant de la vie théâtrale après le 18 janvier? Voulez-vous me passer immédiatement le petit... Je savais que ça Voilà, très bien, merci. C'est là, mon frère. Je savais que ça servirait. Je savais, ça vous évite de le faire. Oui. Avouez quand même que c'est facile maintenant. Alors, vous avez des souvenirs de lecture, parce que quand vous étiez enfant, votre tante vous lisait des livres à voix haute, Pierre Arditi, parce que vous n'arriviez pas à vous endormir. Vous aviez le sentiment que si vous vous endormiez, vous vous réveillerez jamais, quoi. C'était comme mourir pour vous, s'endormir. C'est surtout parce que j'avais le sentiment qu'on me privait de vie. Ouais. C'est-à-dire que comme mes yeux devaient se fermer, je voyais plus de monde. Et puis... au bout d'un moment, contraint, forcé par ma grand-mère, par ma mère, par toute la famille, de dormir à une heure où personne ne dort, parce que c'est absolument déraisonnable de faire dormir quelqu'un dans la journée, mais un enfant c'est pire que tout. Alors j'ai fini par, à force de mon énergie et de mon refus de fermer les yeux, de les fermer tout de même, et j'ai découvert que j'entendais tout de même le bruit de la vie. À cette époque-là, on habitait place Wagram, sur la place. Et alors, il y avait le boulevard Pereire, et puis la place, et puis il y avait la petite ceinture qui passait le long de l'immeuble, et puis les autobus avec cette merveilleuse chasse qui ressemblait aux chasses des chiottes. C'est vrai, derrière. Qui faisait un bruit formidable, ça faisait chric, et puis on entendait la petite machine du poinçonneur qui oblitérait le truc, ça faisait. J'entendais tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est magnifique, au fond, je peux fermer les yeux. C'est encore plus beau que quand je les ai ouverts, parce que là, je peux repeindre le monde comme j'en ai envie. Je peux imaginer la couleur de l'autobus, je peux réimaginer sa marche, je peux imaginer que les vitesses grincent parce qu'il y a une voiture qui l'empêche de passer. Et j'ai refabriqué, reconstitué le monde avec mon imaginaire en fermant les yeux. Et ce livre que je dis toujours que je finirai par écrire, et qui a commencé d'ailleurs, commence comme ça, par ce souvenir de la vie recréée avec les yeux fermés, et qui s'appelle Le sommeil où l'on ne meurt pas. Très belle histoire. Bon, on vous souhaite de l'écrire, de trouver le temps de l'écrire surtout. C'est seulement du temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors là, on a parlé de théâtre. Bientôt, on va vous voir dans un film qui s'appelle Le mystère de la chambre jaune, avec Denis Podalides. C'est un film de Bruno Podalides, avec Sabine Nazema. Alors après, il y aura un film d'Alain Resnais, d'après une opérette de Maurice Yvain, qui s'appelle Pas sur la bouche, toujours avec Sabine Azema. Oui. Alors à la télé, vous faites toujours le personnage récurrent de Sauveur Giordano sur TF1. Ils n'ont pas de problème avec vous, TF1, quand vous parlez de la télé, parce que vous êtes drôlement violent. Je vous ai encore entendu l'autre jour sur France Inter. Ça les embête pas, TF1? Non, il y a des choses que fait TF1 que je n'aime pas et que je ne défends pas. Et il y a des choses que le service public ne fait pas et que ça m'emmerde qu'il ne le fasse pas, voilà. Alors je vous conseille une émission lundi soir, à 20h50, sur France 2, en prime time. Ça s'appelle Tribu, mesdames, messieurs. L'animateur est magnifique, type génial. Voilà. Bien. Alors, Pierre Arditi... Oui, et Thierry Ardisson, oui... Vous croyez qu'il va y avoir la guerre, là? La guerre quoi? Avec l'Irak? Ouais. Non, je pense pas quand même que la France ait envie de jouer les va-t-en-guerre. D'ailleurs, personne n'en a envie. Même les Anglais, qui étaient très, très véhéments derrière l'Amérique, ont l'air de temporiser. Parce qu'il y a, comme vous le savez sans doute, en regardant le journal de votre chaîne, qui est excellent, eh bien, le rapport intermédiaire, ou le premier rapport des inspecteurs, dit bien que pour le moment, il n'y a aucune trace des fameuses armes de destruction massive. Donc on ne peut tout de même pas aller casser la tronche à un pays de 18 millions d'habitants, dont une bonne partie de ces 18 millions sont exsangues et à l'aube de l'agonie finale.
on peut penser quand même que ce pays-là n'a pas grand moyen d'inquiéter la plus grande puissance du monde. Alors qu'on prenne des précautions, bien sûr, qu'on aille voir sur place, très bien. Mais enfin, bon, je veux dire que la guerre, c'est pas... Vous croyez sérieusement que les Américains, ils ont envoyé 100 000 GI dans le Golfe, un navire hôpital et tout ça? Non, mais je veux dire, ils ont fait tout ça pour les enlever? Non, ils n'ont sûrement pas fait tout ça pour les enlever, mais écoutez, moi je suis pas un pacifiste, je suis un pacifique. Voilà. Alors, tant qu'il n'y a pas de preuve absolue que tout ça existe, je ne vois pas au nom de quoi on irait foutre sur la gueule de ce pays. Quoi. Je n'ai pas une passion pour Saddam Hussein, personnellement, ça n'est pas ma tasse de thé. Mais le peuple irakien, franchement, il ne m'a rien fait dans la vie. Hein, il y a des gens tout à fait dignes de respect là-bas. On ne peut pas leur taper sur la tronche comme ça, sur des présomptions. Voilà. Alors quand il y aura des preuves, peut-être qu'il faudra voir ce qu'on fera à ce moment-là. Et de toute façon, tout ça doit passer par, si je me souviens bien, par le Conseil de sécurité de l'ONU, il paraît, qui tentait que les règles soient bien respectées. Non, il me semble me souvenir que c'est ça la donnée. Normalement, oui. Hein, donc on ne va pas faire ça sans ça. Enfin, et puis nous, de toute façon, on a déjà la Côte d'Ivoire. La France, vraiment, honnêtement, elle fait ce qu'elle peut pour que les gens ne s'entre-déchirent pas. Non, on peut pas. Vous trouvez que le ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, a bien agi là-dessus? Bah, en tout cas, écoutez, il est allé sur place et il a essayé de temporiser les choses. Il a fait, me semble-t-il, tout à fait honnêtement et correctement son travail. Et alors, sur l'intérieur de la France, Sarkozy, est-ce qu'il trouve... Je savais bien qu'il allait me la poser, cette petite question. Pourquoi hein? Bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je trouve? Je ne trouve... vous voulez que je vous dise, honnêtement, le fond de ma pensée? Oui, Pierre. Bien, je vais vous le dire... quitte à vous choquer. La première des choses à dire, c'est que Nicolas Sarkozy a le sale boulot du gouvernement. Voilà, c'est clair. Hein, comme tous les ministres de l'Intérieur. Il n'y a pas de ministre de l'Intérieur qui ait jamais été populaire. C'est le premier flic du pays. C'est pas marrant, c'est difficile, particulièrement en ce moment. C'est vrai qu'il y a des menaces terroristes un peu partout. Bon, donc c'est pas absolument génial. C'est vrai qu'il s'attaque à un certain nombre de choses avec lesquelles, très honnêtement, je vous le dis personnellement, je suis d'accord. C'est clair. Je veux dire que l'insécurité routière, je suis totalement, mais fondamentalement, pour. Une voiture, c'est pas une arme. Voilà. Quant au reste, c'est très délicat. C'est à manipuler avec des pincettes. Il y a des choses contre lesquelles il faut lutter. Alors on parle d'une manière générale de l'insécurité. Moi, je préférerais parler des insécurités. Il y a une insécurité, effectivement, qui existe de manière un peu plus aiguë aujourd'hui parce que la société est probablement plus dure. Bah, il faut faire très attention avec ce qu'on manipule, qui on emmerde, qui on n'emmerde pas. Savoir que très souvent, moi pour l'avoir vécu, j'ai rencontré des petits gars dits des cités en question, un peu comme ça, un peu machin comme ça, et puis on discutait 3 minutes avec eux, et puis quand on peut prendre le temps de discuter, quand ils s'intéressent à vous, vous vous intéressez à eux, vous apercevez que ce sont des gosses comme tout le monde, et que simplement, peut-être, il faut peut-être faire qu'on leur rappelle ou qu'on les aide à retourner à l'école ou à y prendre un intérêt à cette école de la République qui fera qu'à un moment donné, ils pourront devenir les hommes de demain, ce qu'ils ne peuvent pas toujours faire. Dans le tas, il y a toujours des noyaux d'emmerdeurs ou de salauds ou de petits truands. Mais c'est une poignée, c'est rien, c'est une tête d'épingle par rapport à la grande majorité des gosses je ne peux pas croire que ces gosses-là soient perdus, je ne veux pas le croire. Voilà. Donc Sarkozy travaille... Écoutez, pour le moment, personnellement, je ne peux pas en dire du mal. Et Lionel, vous l'avez oublié alors, je n'ai pas changé de bord. Mon Dieu, Lionel. Je n'ai pas changé de bord. Ma famille, ma sensibilité est toujours celle-là. Mais non, je ne l'ai pas oublié. Je pense que c'est lui qui, pour le moment, se fait oublier, sans doute parce qu'il en a besoin, et sans doute parce que je crois que quand il a dit qu'il renonçait à la vie politique, je crois qu'il était sincère, que ce n'est pas un effet de manche. C'est un type très droit, Lionel Jospin. Vous croyez qu'il va revenir? Non. Ah non, vous ne pensez pas? Non, je ne pense pas, non. Ah bon? Non. Très bien. Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions pour 2003, Pierre? Aucune. Ah bon? Vous n'avez pas décidé d'arrêter de fumer, par exemple? Puis j'arrête de décider. Je décide d'arrêter de fumer tous les jours, mon pauvre garçon. Et puis je mange des pastilles, et puis un jour je m'arrête, un jour je m'arrête pas. Vous en êtes où, là, alors? Vous êtes aux pastilles, là? J'en suis aux pastilles et je fume 10 fois moins qu'avant, mais enfin, bon, je devrais complètement m'arrêter. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je ne tousse pas. Non, mais vous savez pourquoi vous avez repris, vous n'avez pas voulu prendre un patch. Vous êtes cru très fort, vous vous êtes dit, je peux m'arrêter de fumer sans patch. Je l'ai fait. Un an. Non, essayez le patch. Je vais essayer le patch, Thierry, je vous promets. Promettez-moi. Mais vous avez des intérêts pour le patch. Il vous verse des dividendes ou quoi? Je n'ai qu'un intérêt pour vous, Pierre, moi. Je comprends bien. Non, mais je sais que vous m'aimez bien, et moi aussi, je vous aime bien. Mais oui, je vous aime beaucoup, c'est vrai.
Alors, la pièce donc s'appelle Une leçon de savoir-vivre. Oui. C'est au Théâtre du Rond-Point à 18h30, tous les soirs, jusqu'au 18 janvier. Voilà. Alors, donc, le monologue s'appelle Une leçon de savoir-vivre. Donc, je vais vous faire une interview. Une leçon de savoir-vivre. Alors, Pierre Arditi, parce que vraiment, vous savez vivre, vous. Est-ce qu'il vaut mieux suivre une dame qui monte un escalier pour éviter qu'elle ne tombe, évidemment, en arrière, ou la précéder pour pas regarder ses fesses? C'est lamentable. C'est absolument lamentable. Hein? Non, vous savez qu'il faut la suivre, quitte à regarder ses fesses. Oui, bah ça veut dire qu'on sait qu'elle va tomber alors. Ça veut dire que, voilà. Oui, bon, enfin, c'est ça, bon. Alors, au cinéma, Oui. vaut-il mieux essayer d'ouvrir lentement un bonbon ou bien y aller d'un coup sec pour que ça fasse le moins de bruit possible? Eh bien, au cinéma, c'est très simple, il ne faut pas manger de bonbons. Parce qu'on n'est pas au restaurant. Je vous raconte une histoire très jolie. Un jour, Alain Resnais était au cinéma et il allait voir un film, je ne sais pas lequel, et devant lui, il y avait deux dames qui parlaient. Alors, elles parlaient, puis à un moment donné, la lumière baisse, et puis la lumière s'éteint, puis le rideau s'ouvre, et puis le générique commence, elle continue à parler. Alors, Alain Resnais, qui est très poli, ne dit rien. Et puis, à un moment donné, la première image du film apparaît, il y a deux acteurs qui se regardent, et les bonnes femmes continuent de parler. Alors, à un moment donné, très poliment, il leur dit: Mesdames, est-ce que vous pouvez vous taire? Parce que le film est commencé, et à ce moment-là, il y a une des deux dames qui s'est retournée vers René et qui lui a dit: Mais monsieur, ils ne disent rien. Alors, tiens, leçon de savoir-vivre. Vaut-il mieux insulter un postier qui vous fait attendre ou une employée de la Sécu qui vous a oublié? Faut insulter personne, franchement. Hein? Dans un bus, vaut-il mieux laisser sa place à une jeune femme enceinte, moche, ou à une vieille dame séduisante? Écoutez, comme il n'y a qu'une seule place, il faut le céder à l'une des deux, pointe à la ligne. Hein, voilà. Vaut-il mieux montrer sa déception de ne pas avoir eu de Molière ou de ne pas avoir eu de César? Il faut montrer aucune déception parce que je suis bien placé pour en parler en ayant eu quelques-uns. Les Molières et les Césars, c'est absolument délicieux. C'est comme une bonne critique, ça fait du bien comme ça. Quand on se retourne sur son passé en se disant, à une certaine époque, les gens de mon métier m'ont reconnu, mais d'une certaine manière, ils peuvent vous reconnaître aussi sans César et sans Molière. Ouais. Oui. Vaut-il mieux savoir mourir ou savoir vivre? Il faut savoir vivre. Savoir mourir, ça sert à rien parce que ça attend tout le monde et on n'apprend pas la mort. La mort, ça s'apprend pas, ça peut se redouter, ça peut se craindre, ça peut faire du mal, ça peut être douloureux, mais ça ne s'apprend pas. La vie, par contre, ça, c'est absolument fondamental. Le seul petit bruit de nous qui restera, ce sera la manière dont on aura vécu. Ouais. Voilà, Pierre Arditi, mesdames, messieurs. Je pense à un truc, Pierre. Tant que vous êtes là, vous allez me faire, par exemple, un beau c'est lamentable. Comme ça, je l'aurai en stock. Serge, allez-y. 1, 2, 3. C'est lamentable, mais c'est lamentable. Ah, il est bien. Est-ce que vous pouvez me faire un... C'est formidable. Non, c'est remarquable. Ça sera plus vous, ça. C'est remarquable. Faites-moi un c'est remarquable. Ça, j'aurai les deux. C'est remarquable. Merci. Voilà. Ça me fait des vidéos sampleurs pour l'année. Parce que vous n'allez pas venir non plus toutes les semaines pour dire c'est remarquable ou c'est lamentable. À un moment, je suis obligé de... Voilà, on va vous demander d'être là dans un coin du plateau. Je vous remercie de... Ça vous évite de venir, vous pouvez faire autre chose? Voilà, c'est ça. Comme ça, je fais potiche même quand je ne suis pas là. C'est voilà, bien, voilà, bien. Merci. Voir les comédiens, voir les musiciens. Voici Pierre Arditi. Bonsoir. Comment ça va, Pierre? Joey Star, Julie Delpy, Gérard Louvain, Jean-Jacques Debout, Pierre Arditi qui arrive du théâtre. Ça va? Oui. Ça s'est bien passé? Pas mal. Ils ont applaudi à la fin? Pas mal. Ah, ça c'est bien. Ouais. Ah, ça c'est bien, c'est rare. Oui. Bien, Laurent. Tu sais ce que j'aime chez toi, c'est que je rencontre des gens que ma mère aurait voulu rencontrer. Et je suis d'accord. En plus, je suis d'accord. Excuse-moi, excuse-moi. Je suis d'accord. Non, très sérieusement. Vous allez devenir très copains tous les deux. Fais gaffe, Joey. Gérard Louvain, Pierre Arditi, fais gaffe, ton image. Louvain, c'est un autre bordel.
Laurent, est-ce que tu peux donner une carte de bon client à Pierre Arditi? Parce que c'est vraiment le bon client type. Vous savez, Pierre, que la chaîne fait des études sur les invités des émissions. Vous êtes au courant de ça? Non. Et alors, il y a une étude qui a été faite sur les invités de l'émission l'année dernière et vous arrivez largement en tête. C'est marrant. C'est effrayant, ça. Alors, la chaîne fait... Voilà, une carte de mon client, il la mérite. La chaîne fait des études. Alors, les points clés que l'étude nous a transmis, c'est charme fou, sens de l'humour, oui. Avis surtout. Ah oui, ça, bien sûr. L'invité idéal. Bon, voilà. Écoutez. Pas besoin de vous interviewer, les gens sont heureux. Je vais donc repartir, je vous remercie parce que ça m'arrange. Les gens disent... Merci beaucoup. Les gens sont heureux de voir Pierre Arditi. D'ailleurs, Serge, si on pouvait faire un gros plan, parce qu'en fait, les gens, la seule chose qu'ils veulent, c'est voir sa gueule. Voilà. Là, ça va commencer à baiser. Voilà, est-ce qu'on peut voir la gueule de Pierre, c'est tout? Oui, voilà. C'est même pas la peine de parler, les gens voient sa gueule, ils sont contents. Voilà, c'est marrant, voilà. Voilà, très bien. Voilà, les gens sont heureux. Ça, à quoi ça tient, finalement? Ça commence à baiser. Ça baise un peu, là, ouais. Est-ce que vous pouvez faire un petit bisou? Voilà, très bien. Oui, les gens adorent ça. C'est lamentable, c'est nul. À chaque fois qu'il l'a. Je vous remercie parce que maintenant je ne peux plus me trimballer nulle part sans que tout le monde me dise ça. C'est vraiment très agréable. Bien. Alors il y a un truc quand même que les gens comprennent pas bien, Pierre Arditi. C'est votre accent. Non, c'est pas son accent. C'est que vous avez déclaré il y a longtemps, bien sûr, mais Sarkozy, je suis pas complètement contre. Est-ce que c'est toujours le cas? J'ai dit simplement qu'à un moment donné, sur certains points très précis d'ailleurs, qu'on peut énumérer ici si vous hésitez absolument, je n'étais pas absolument contre. Quand il supprime la double peine, c'est lui qui le fait et je regrette que la gauche ne l'ait pas fait avant lui. D'accord. Vous serez d'accord avec moi là-dessus? Tout à fait d'accord, bien sûr. J'imagine. Bon, hein, quand il se décide qu'à un moment donné, les mecs qui pensent que la puissance de leur voiture est inversement proportionnelle au coefficient de dilatation de leurs zipettes, d'une certaine manière, ça ne me choque pas vraiment. Moi, on est... Hein? C'est facile, c'est nul. Fais attention aux gens quand même. Non, mais... Bien. Non, sérieux, non, Pierre. Non, en fait, vous savez bien que Sarkozy... qui a fait des trucs bien, effectivement, comme la suppression de la double peine, mais est-ce que, par exemple, quand il dit qu'il faut des amendes pour les pétards, bon, fumer un pétard, vous avez une amende de 10 000 balles. Plus confiscation du portable, plus confiscation du scooter. Oui, non, c'est sans doute pas la solution. Mais... Non, sérieux. Vous pouvez pas le suivre là-dessus, Sarkozy. Il est emmerdant. Il est génial. Arditi, il arrive du théâtre. Il sort du théâtre, il est... Je suis immédiatement. Le premier truc à faire avec quelqu'un qui sort du théâtre... Alors Sarkozy... Thierry, il faut offrir à boire à quelqu'un qui sort de scène. Non, mais je ne suis pas forcément d'accord avec... Merci, c'est quoi ça? C'est quoi? Il a craché, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. De l'eau. Oh putain, c'est monstrueux ça, oui. C'est la mort. Heureusement que je ne conduis pas, moi. Oui. Bien, non, mais je ne vais pas vous emmerder, simplement, c'est vrai qu'on peut... Non, juste le conflit israélo-palestinien. En 30 secondes. Ils sont emmerdants. Mais rapidement, hein. Oui. Non, mais la suppression des prostituées, par exemple, vous êtes d'accord? Et la confiscation des portables pour les prostituées et des scooters. Non, c'est pas la suppression des prostituées. C'est pas comme ça qu'on peut définir... Ils les enlèvent des quartiers chics parce que ça fait sale, quoi. Alors, ils essayent de... Je pense qu'ils essayent de régler le problème comme ils peuvent, et c'est pas simple. Je me demande... J'ai encore mon adage. Comme dirait Omar Sharif, la prostitution, c'est mon dada. Non, sérieusement, Pierre. Oui. La suppression des prostituées. Non, c'est pas la suppression des prostituées, c'est tenter de réguler la prostitution, ou en tout cas de faire que la prostitution, qui dans certains cas peut être assimilée à un esclavage, parce qu'un certain nombre de ces jeunes femmes ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'on leur demande de faire, on peut tout de même raisonnablement se poser la question de savoir si on ne pourrait pas essayer de voir si on ne peut pas faire autrement, quand même. C'est pas une question absolument indigne. Hein. Est-ce que les moyens employés sont bons? Je ne peux pas vraiment répondre. Mais en tout cas, le fait qu'on se préoccupe du problème n'est pas en soi une tare, très honnêtement, non? Mais oui, Pierre. Non, mais je vais vous dire. Non, mais vous me demandez ce que je dois vous dire. Moi, j'ai un avantage, c'est que si vous me posez une question, je vous réponds. Et ben voilà. Comme je n'ai pas besoin de me faire élire, je peux dire ce que je pense. Ce que j'aime chez vous, c'est qu'au début, vous vous défendez un peu, et après, vous nous faites 7 sur 7, et j'adore ça. Bien. Alors, Castro, je ne parle pas de Castro parce que lundi, c'est-à-dire après-demain, à 20h30,
Vous êtes au Théâtre du Rond-Point à l'appel de Reporters sans frontières. Ouais. Le lendemain, toujours au Théâtre du Rond-Point, donc et du mardi au samedi à 20h30. Sur scène avec Ariane Ascaride, Pierre Arditi, vous interprétez une pièce qui s'appelle Mathilde, une pièce de Véronique Olmy, mise en scène par Didier Long. C'est après 3 mois de prison, suite à un détournement de mineur. Le garçon avait 14 ans. Mathilde, qui est jouée par Ariane Ascaride, qui a 40 ans, qui est écrivain, revient chez son mari, Pierre, c'est joué par vous, qui est cancérologue. Et elle comprend pas que le désir et le plaisir soient punis par la justice. Oui, enfin, c'est... Pour elle, l'acte sexuel, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de naturel. Et elle ne comprend pas que ce moment a été puni de 3 mois de prison. C'est qu'elle cède à ce désir de ce jeune homme ou de cet enfant en cours de fabrication, parce que simplement le désir est là. Et donc elle cède à cette tentation. Ouais. C'est puni par la loi, ça s'appelle un détournement de mineur. Elle fait 3 mois de tôle et elle revient chez elle. Et elle vient récupérer des affaires. Et dans ces affaires, évidemment, il y a son mari, qui s'appelle Pierre, qui n'est pas allé la voir en prison. En réalité, on apprend à la fin de la pièce qu'il est venu, qu'il n'a jamais réussi à rentrer parce qu'il ne pouvait pas. Et en fait, elle vient non pas en état de culpabilité par rapport à ce qu'elle a vécu, mais elle vient au contraire pour asséner cet acte-là qu'elle revendique comme quelque chose d'aigu dans sa vie. Elle donne beaucoup de détails sur la façon dont ce jeune garçon de 14 ans lui a fait l'amour. Elle dit qu'elle a pris beaucoup de plaisir, qu'elle n'avait jamais pris autant de plaisir avec un homme qu'avec ce jeune garçon de 14 ans. Oui. Ça doit être dur à jouer quand elle lui dit, par exemple, très dur, lui me prenait par derrière. Non, elle ne le dit pas. C'est lamentable. Voilà. Ah oui, bah alors, écoutez. Ouais. Et alors lui, il a tout perdu à cause d'elle. Il a perdu son image, il a perdu ses amis, il a perdu ses patients. Oui, mais il gagne quelque chose d'autre. Ouais, il gagne quoi? Il gagne peut-être quelqu'un qui lui dit que la vie mérite d'être vécue autrement et pas seulement dans une sorte de confort endormi, d'une situation confortable où on finit par ne plus regarder la femme avec laquelle on vit et on finit par la prendre pour une lampe qu'on allume et qu'on éteint au gré de sa non-envie. Il gagne ça, c'est fondamental ce qu'il gagne. C'est mieux que la clientèle, franchement. Une grande qualité, vous Pierre, c'est votre ouverture au monde des femmes. C'est vrai. Oui, je sens que vous allez... Oui, merci. Vous savez quoi? Oui, je sais, je sens, oui. On va faire une interview. Bonsoir, madame. Je l'adore, Didier. Bien, donc Pierre, vous êtes une femme. Oui, d'accord. D'accord? Oui, oui. Vous êtes tellement ouvert. C'est pas faux, d'ailleurs. Vous appelez comment? Je m'appelle Émilienne. Ah, ouais. Émilienne. Ouais. Émilienne. Émilienne. C'est joli, Émilienne. C'est jeune, c'est bien, ça fait bon cheveu. Émilienne. Oui, Émilienne, c'est joli, Émilienne. Il vous plaît, Pierre Arditi? Parle plus fort, elle est âgée quand même. C'est monstrueux. Non, il me donne une carte pour revenir. Vous êtes malade. Mais c'est bien, t'as un nouveau slogan, c'est monstrueux. Ça va rester, ça. C'est monstrueux. Émilienne, il vous plaît, Pierre Arditi? Il y a pire. Allez, c'est pas parfait, mais il y a pire. Allez. Vous trouvez pas, sérieusement, oui. Vous trouvez pas qu'il fait un peu vieux beau quand même, non? Ah, sûrement, oui. Ouais. En tout cas, vieux, sûrement. Beau, je sais pas, mais vieux, sûrement. Aussi, oui. Beau aussi. Non. Ah, si. Vieux, Julie. oui. Émilienne. Oui. Oui, mon grand. Est-ce que vous êtes une femme facile? Non. Non. Vous couchez quoi, le 3e soir? C'est pathétique. Alors, on peut garder celle-là. C'est pathétique, par exemple. Ça, c'est bien. Est-ce que tu peux le dire face caméra? C'est pathétique. C'est pathétique. C'est pathétique. Garder, oui. Voilà. La lingerie, ça vous plaît, Émilienne? Ah oui. Vous avez quoi comme soutien-gorge? Elle a des gaines. Là, j'ai un truc qui remonte un peu en balconnet, parce qu'évidemment, tout ça, comme vous l'avez très justement fait remarquer, je ne suis plus de la première jeunesse. Mais ça enfin, va, là? Oui, enfin bon. Vous n'avez pas envie de vous faire refaire les seins, Émilienne? Pas trop, non. En ce moment, c'est marrant. Contre les rides et les ridules, vous faites quoi, Émilienne? Écoutez, absolument rien. De temps en temps, quand même, je me regarde dans la glace, je me dis que peut-être faudrait finir par remonter tout ça, s'enlever ses plis, puis au bout d'un moment, je me dis non. Il y a le petit garçon de la jeune femme qui a fait les magnifiques éclairages de la pièce, qui est absolument adorable et qui a 2 ans et demi, qui ressort d'une maladie assez grave et qui revient à la vie maintenant, qui est venu sur le plateau pendant qu'on répétait.
Et il était absolument divin. Il a sauté sur le plateau, il a commencé à sauter. Et moi, je faisais attention parce que j'ai toujours peur qu'il tombe. Alors il est rentré, il a dit « Ah, je l'aime bien, lui. » Il a dit à sa mère « Je l'aime bien. » Et il a dit « Le monsieur qui est un peu abîmé, c'est mon copain. Oh. » Ça m'a beaucoup plu. C'est pour ça, rien que pour ça, je ne voudrais pas me faire refaire. Vous préférez qui, Emilienne, sur ce plateau-là? C'est un endroit où on n'élimine pas, donc j'élimine pas. Mais si tu devais en virer un seul? C'est ce genre de questions que tu aurais dû me poser. Tu as 30 Et j'aurais secondes. pas choisi Gérard pour autant. Ouais. Tu choisirais quoi, toi, si tu devais choisir? Il est malin, Joël. Ouais. C'est moi qui faut virer, bien sûr. Au choix. Ouais. Pour la nuit, tu choisirais... Dès qu'il a pour la nuit, je choisirais qui? Je suis hétéro, moi. Ouais. Bah, tu vois. Tu vois, mais... Il est content. Ah, yeah. Je suis resté fidèle à des riens qui pour moi font un tout. Voici Pierre Arditi et Evelyne Bouix. Pierre Arditi et Evelyne Bouix. Voilà ce que Pierre dit de vous. Ah, dès que vous connaissez ma boule, vous en perdriez toute la boule. Et voilà ce que Evelyne dit de Pierre. Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis dingo, que celle qui n'a pas aussi connu ceci ose venir. Ça va? Pas mal. C'est lamentable, comme d'habitude, vous êtes d'accord? C'est nul, c'est concernant. Chaque fois qu'il vient, il dit c'est lamentable. Je l'adore. Voilà. Alors, vous arrivez du théâtre Édouard VII, tous les deux, là? Bah oui. Vous répétiez? Oui. Vous savez votre texte? Vous en déplaise. Hein, vous savez votre texte? En gros, oui. Ouais, ça va? C'est l'idée, c'est en gros. Ça va aller? Ça va aller, oui, oui. Et vous, ça va? Ouais, pas mal. Ça se présente bien, cette histoire-là? Ouais, plutôt. Alors, donc, la pièce que nos amis répètent en ce moment s'appelle Lune de miel de Noel Coward. C'est un grand classique du théâtre british, on peut le dire. Et c'est adapté par Eric Emmanuel Schmitt et c'est mis en scène par Bernard Murat. Donc, jusque-là, c'est la Dream Team, hein? Non? En plus, je crois que ce sont les vrais. Donc, ça ajoute à la qualité du spectacle, parce qu'il y a beaucoup d'homonymes dans ce métier, de gens qui usurpent la place d'autrui. Ah oui, tu te souviens, il y a un Pierre Arditi qui est venu il y a 15 jours. Il y avait un Alain Delon dans les chiottes pendant 15 jours, c'était pas le vrai. Mon chéri. Ça, par contre, respect, n'écoute pas ça, chérie. Bon, voilà, alors. Comment ça va? C'est lamentable. Bien, on va raconter un petit peu l'histoire de la pièce. Faites donc ça. Au moins le pitch. Donc, ça, après oui. vous êtes aimé passionnément, enfin je veux dire dans la pièce. Hein, après, Bien sûr. Après vous êtes aimé passionnément, vous avez divorcé il y a 5 ans. Chacun a refait sa vie de son côté et s'est remarié, chacun de son côté. Or, c'est bien l'idée, pendant la première nuit de la lune de miel, vous découvrez l'un et l'autre que vous êtes dans le même hôtel et vous êtes complètement paniqué, vous voulez fuir, mais vos nouveaux partenaires ne comprennent pas pourquoi vous voulez vous en aller. Et voilà, et donc évidemment s'ensuit une histoire rocambolesque que je vous laisse imaginer, on ne va pas raconter la suite, mais enfin disons que c'est un point de départ assez intéressant, non? C'est joli comme point. C'est joli comme idée, ouais. C'est très belle. En plus, ce qui est encore mieux, c'est qu'ils non seulement ils sont dans le même hôtel, mais ils sont dans 2 appartements mitoyens. C'est-à-dire qu'ils ont un balcon qui est pratiquement commun. Quand ils sortent, ils se tombent dessus l'un de l'autre. Ce qui est pratique pour le théâtre, parce qu'on peut voir les gens de face. Et si le balcon est mitoyen, on voit les deux parties, c'est très intéressant. 2 étages d'écart, c'était foutu. C'est pas con au niveau de la scénographie. C'est assez consternant. Laurent Baffy qui est lui-même. On est bien barré là, on est bien barré, je le sens bien. Je le sens bien ce petit intermède. Laurent Baffy qui est quand même un dramaturge lui aussi, je crois qu'on peut le dire. C'est vrai, on peut le dire. On peut le dire, sans en rougir. Un cinéaste également. Cinéaste également. Participé à un film qui a fait son succès, on peut le dire. On peut le dire. Heureusement que vous avez fait un petit bout dans le film de Laurent, parce que sinon, je ne sais pas ce qu'on retiendrait de votre... Et d'ailleurs, ça a boosté un peu ta carrière. Oui, ça m'a fait un bien. Ça t'a fait retravailler, un peu comme Nagui. Voilà, ben oui, tu sais, j'étais un peu dans le... Et voilà, et c'est la sortie d'affaire, Arditi, il est revenu au top, quoi. Il est au top, là. Au top. Au top. Au top.
Bon, mon Pierrot, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la pièce? Aux gens d'y aller, évidemment, parce que tout ce que j'ai dit là, ça ne peut que donner envie. Ils en ont fait un film de ça déjà, parce que c'est un scénar de film absolument Alors, génial. ils n'ont pas fait de film de cette pièce de Coward, là. Non, ils avaient fait une pièce, un film. Lubitsch a fait un film de Design for Living, Serenada 3, qui est une très jolie pièce. C'est les 2 pièces les plus célèbres de Coward. Mais la BBC a tourné ça avec des acteurs prestigieux. Non, attends, dans la distribution d'origine, il y avait Coward, mais il y avait aussi Laurence Olivier. Sœur Laurence Olivier. On peut le dire maintenant, il est décédé, c'était pas un très bon acteur. Je crois que maintenant, il faut arrêter. Qu'est-ce qu'il a prouvé? Absolument pathétique. Sœur Laurence Olivier. On a beaucoup exagéré. Non, c'est très... Non, c'est joli, c'est joli. Alors, on dit toujours que Coward, c'est le Guitry anglais, mais en réalité, c'est pas tout à fait ça, quoi. Guitry, c'est très esprit français, très brillant, très filant. Coward, on est plus sur les sentiments, la psychologie humaine, c'est très gracieux, c'est très glamour, en même temps, c'est peut-être plus cruel. Alors, je vous ai vu, Evelyne, chez Michel Drucker il y a quelque temps. Oh là là, oui. Et il vous a demandé quelque chose de très grave. Ouais. Il vous a dit, est-ce que c'est pas difficile de jouer avec l'homme dont on partage la vie? C'est vrai qu'il fallait y penser à cette question, je n'aurais pas pensé. Regarde ce ramulot, mais vraiment. Mais... je l'adore quand il dit ça. C'est bizarre, Evelyne, alors qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce truc? Je ne voudrais pas faire une interview trop emmerdante, donc je vais vous épargner. Non, mais c'est une bonne question en plus, c'est vrai. Mais répondez. Bah vous l'avez vu la télé. Alors... Vous étiez très bien. Voilà. Le dimanche après-midi, c'est ravissant, franchement. Il y a tous vos copains qui sont venus dire vous étiez formidables. Et oui. Il faut la mériter, mais j'aimerais bien la faire, cette émission de Drucker. Ils ont besoin de gens qui ont des amis. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc ça ne peut pas coller. Non, parce que tous tes amis qui viennent dire que t'es génial, tu crois que moi ça marcherait pas? Attends encore un peu. Attends, c'est pas possible, Thierry, tu n'as pas d'amis. 10 minutes. Oui, 10 minutes, oui. Alors, je répète encore une fois, que tout le monde soit bien au courant, c'est le 6 février, donc, date historique s'il en est. S'il en est. Voilà, au théâtre Édouard VII, et ça s'appelle... Lune de miel. Et c'est le 7 février au théâtre Édouard VI. Non, le 6... Bien, donc ce qu'on voit en tous les cas à la lumière de cette anecdote relatée dans Marie-Claire, incroyable, c'est qu'en fait, c'est un petit peu dans votre vie quotidienne, un petit peu comme au cinéma, non? Non. Bon, on va voir. On va faire une interview dans la vraie vie. Concentrez-vous, Evelyne aussi. Est-ce que dans la vraie vie, il vous arrive de vous jouer la comédie l'un à l'autre? Non. Pierre? Non. Non, jamais? Non, franchement, non. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Bah, non, nous, on a la comédie, et on ouvre la porte de la maison, puis boum, on a la comédie derrière. Donc à la maison, vous êtes comment alors? À la maison, on n'a pas besoin de ça, on fait autre chose. Il joue mal à la maison. Il joue mal. Je t'aime maintenant, je t'aime. C'est vraiment naze. Non, pas du tout. Pierre, je n'ai pas de t-shirt, tu es vraiment naze. Alors peut-être c'est une commande pour la prochaine fois. Est-ce que dans la vraie vie, il vous arrive d'entendre des applaudissements dans les moments de tendresse ou juste après? Oui, pourquoi? Il y a souvent des coups de théâtre dans votre vie, Evelyne? Les 3 coups. Parce que dans la vraie vie, il frappe les 3 coups, oui, c'est ça. Non. J'essaie de, tant que faire se peut, d'entretenir le brigadier. Alors là, c'est pas... Là, c'est pas lamentable. Là, c'est quoi? Non, j'essaye de transformer la vie tant que faire se peut, et en tout cas le quotidien, comme quelque chose qui est plus magique, et plus mystérieux, et plus agréable, et plus rigolo, tant que faire se peut. Alors, ça c'est important. Est-ce que dans la vraie vie, vous faites relâche le lundi? Pas du tout. Pas du tout? Non. Est-ce que dans la vraie vie, vous avez déjà trouvé un amant dans le placard? Non. Non, donc c'est pas du tout comme au théâtre, finalement, la vraie vie? Pas vraiment, non. Il y a un entracte, non? Est-ce que dans la vraie vie, Pierre, il y a une scène que vous ne vous lasserez jamais de jouer avec Evelyne? Il y en a plusieurs. Oui. J'ai dit une. Ma cassette. Oui. Oh, il y en a au moins une, oui, bien sûr. Ma cassette. Est-ce qu'il y a une scène dans la vraie vie que vous voulez plus jamais jouer avec Evelyne? Il y a des scènes que je n'aimerais pas avoir à jouer avec Evelyne. Quoi, par exemple? Il y a des scènes qu'on rejouerait bien, honnêtement, pour revenir à la question précédente. Il y a des scènes que je rejouerais bien. Voilà, il a des souvenirs. Je ne vous les dirai pas parce que vous vous en nourrirez. Attends,
Ouais, le parking, l'anecdote du parking. Non, en dehors, Pierre, non, en dehors de la chambre, bon, la loge et tout ça, quand elle vous a collé. Il y a les tas d'autres endroits. La cuisine, oui. la buanderie. Tu es très buanderie, Pierre me dit. Non, pas du tout, pas du tout. Non, on était très voiture, nous, voilà. Voilà. Oui, mais alors après, pour la revente... Et plutôt break ou Très voiture, on a eu de très jolis retours de tournage en voiture. Ah